Bonsoir, nous sommes le mardi 2 novembre, il est 19h, vous êtes sur la première. Voici les titres de l'information en Polynésie ce soir. Dans moins d'un siècle, l'hypothèse d'une montée de 1,50 m des eaux est posée et si le réchauffement de la planète ne freine pas, eh bien des îles sont menacées. À Maïna, la houle s'invite souvent dans les quartiers les plus bas. Nous sommes allés écouter la population à l'heure de l'urgence climatique. À la COP26, les présidents des pays planchent pour le salut de la planète. Intention sincère, communication. Toujours est-il que chacun d'entre eux avait 3 minutes pour donner son plan d'action. Nous vous dirons les ébauches présentées pour sauvegarder la planète bleue. Une manière de ne pas oublier, de répéter l'impératif de la protection. Le pays a organisé aujourd'hui une minute de silence pour les défunts de la Covid-19. 636 personnes malheureusement disparues. Cet hommage plutôt institutionnel est quasiment passé inaperçu hors de Tahiti. C'est la question. La Calédonie sera-t-elle fixée sur son sort le 12 décembre prochain? A priori, c'est la date du référendum, mais les partisans de l'indépendance veulent le reporter. L'inquiétude, la présence de la Covid-19 sur le Caillou, la communauté kanak de Polynésie est d'accord avec cet argumentaire. Elle nous parle dans cette édition. Sous le tunnel, les couleurs. Les artistes graffeurs ont fait jouer leur créativité. C'est vivant et frais. Une fresque égaye désormais ce passage souterrain de Papeete. 12 nuits et 8 artistes ont été nécessaires à ce pari colorié à découvrir à la fin du journal. À Maïna, on regarde parfois l'océan avec un œil très inquiet, notamment en fin d'année où les fortes houles ont souvent tendance à menacer la quiétude des habitants et l'intégrité de leurs maisons à l'heure où l'hypothèse d'une montée de la mer jusqu'à 1,50 m est posée. Et cela en raison du réchauffement climatique. Nos reporters ont pris le pouls des voisins du quartier Itimahana. Leurs paroles avec ce reportage de Kaline Mienard et Patita Savea. La plage, seule route d'accès au quartier Itimahana, les vestiges d'un village de pêcheurs avec ses cabanes devenues maisons familiales, comme Kimiana, qui vit dans cette demeure construite par son grand-père il y a 40 ans. Lors des fortes houles de décembre, la mer menace les habitations, mais Kimiana et sa famille se protègent en érigeant des barricades faites de bois et de sacs de sable. On était déjà au courant, il y a 10 ans, on nous avait déjà parlé de la montée des eaux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit, parce qu'il y a 20 ans, la mer, elle n'était pas aussi près. Mais si on devait quitter à cause de la montée des eaux, on le fera. Mais je ne pense pas qu'on va s'en aller pour ça, parce qu'on est habitué à ça. Quelques mètres plus loin vit Marcel le pêcheur. Il a construit sa maison il y a plus de 30 ans. Il avoue que la mer inonde son logement moins qu'avant, une fois tous les 4 ans. Mais quand on lui parle de montée des eaux à cause du réchauffement climatique... Ben oui. C'est peur. Et comment tu t'organises quand il y a l'eau qui vient? Il faut se préparer, mettre les affaires dans la voiture et puis dès que la houle monte, ben, on se casse. Demain matin, on revient voir le restant. Hélène est la belle-sœur de Marcel. Sa maison étant plus proche de la mer, c'est une habituée des fortes houles. Et dès qu'il y a danger, elle appelle des amis du quartier Amoé pour qu'ils hébergent ses enfants. En cas de montée du niveau de la mer, elle sait déjà ce qu'elle fera. Priorité à les enfants. Nous, on reste. Hein. Peu importe, même si l'eau est monte. Même si l'eau est monte, on reste. Et que ça baisse plus. Ah, ça va baisser. Ça va baisser. Pourquoi tu dis ça? Parce que ça fait longtemps qu'on est là, on sait regarder si la mer est forte ou pas. Mais les prévisions des scientifiques sont claires. Le risque d'élévation du niveau de la mer est évalué entre 70 cm et 1,50 m sur les 100 prochaines années. Si le scénario se confirme, c'est le littoral de Tahiti qui disparaîtrait. Nous allons en Écosse et cela ressemble à un oral de grande école façon express. La COP26 oblige à la synthèse. Ainsi, les chefs d'État ont eu seulement 3 minutes pour exposer leur plan de bataille. Le sujet simple et brûlant à la fois, comment éviter le désastre lié au réchauffement climatique. À la conviction doit désormais succéder l'action. Reportage sur place avec Mathieu Boisseau et Léna Soudre. Grand sourire et accolade chaleureuse. Au moment de recevoir Joe Biden et les autres dirigeants, Boris Johnson donne le change devant les caméras. Mais l'heure n'est pas à l'optimisme sur les chances de succès de la COP26. En guise de discours d'ouverture, le Premier ministre britannique lance une mise en garde, dans son style, bien à lui. Chers leaders, nous sommes dans la même position que James Bond aujourd'hui. Mais malheureusement, nous ne sommes pas dans un film. Et notre compte à rebours est réel.
Malgré de prestigieux invités comme le prince Charles, le sommet compte aussi des absents remarqués. Pas de président chinois, ni russe, ni turc, représentés par leur délégation. 3 pays parmi les plus gros pollueurs, ciblés par Emmanuel Macron. La clé pour les 15 prochains jours ici, c'est que ces plus gros émetteurs rehaussent leur ambition dans les 15 jours qui viennent. Plus d'engagement. Pour certains pays, c'est une question de survie. Dans les allées, nous rencontrons ce ministre de Tuvalu, un archipel du Pacifique de 10 000 habitants qui disparaîtra totalement dans 30 ans si le réchauffement climatique continue d'accélérer la montée des eaux. Certains ont déjà commencé à évacuer. Ces ours polaires et ce pingouin que nous avons apporté ici symbolisent notre injustice climatique. Comme eux, notre terre disparaît. Les pays comme Tuvalu ne contribuent pas au réchauffement climatique, mais nous le subissons durement. À l'extérieur du sommet, dans les rues de Glasgow, des manifestants, comme ici Greta Thunberg, rappellent également aux dirigeants l'urgence de la situation. Retour au Fénois et un peu de droit et les peines de prison du Code de l'environnement enfin homologuées, et ce par une loi nationale. C'est le processus normal dans le cas de sanctions qui prévoit des peines d'incarcération. La lutte continue donc pour protéger le Fénois et sa nature. Une minute de silence pour honorer la mémoire des victimes de la Covid en Polynésie. Elle a été respectée à la présidence, mais ailleurs, le message est un peu passé inaperçu. Reportage Brigitte Olivier, Hirotiro-Rotois et les correspondants dans les îles. Édouard Fritsch est pleuré. On le sait, touché à titre personnel, le président du pays a organisé cette minute de silence, mais refusera de la commenter. En ce mardi 2 novembre, sans doute espérait-il que la consigne soit suivie, mais le message n'est pas passé. À Bora Bora, par exemple, les musiciens du marché ont arrêté de jouer un court moment. Quelques employés d'hôtel se sont recueillis pour respecter une consigne peu entendue. C'est une bonne chose dans le sens où c'est pour rendre hommage à toutes les familles qui ont perdu un proche, et même ceux qui ont perdu des amis, un ami, des parents. Et on compatit à toutes ces peines-là. Pareil à Rayatea, où semble-t-il la minute de silence n'était connue de personne. Rassemblement modeste et hâtif, à la mairie comme à la subdivision, où heureusement une employée se dit sensibilisée par cette minute symbolique. C'est très important parce que là, aujourd'hui, on nous a donné une minute en mémoire de nos décédés, de ceux que nous avons perdus. Et c'est très important pour nous de l'avoir honoré. 636 morts, pratiquement toutes les familles polynésiennes ont été endeuillées, mais l'hommage aujourd'hui est passé inaperçu. Le ministère de la Santé et les chiffres de la Covid sont bien plus calmes, aucun décès, mais 7 nouveaux cas pour ce long week-end de la Toussaint. Vers une personne encore à l'hôpital, donc 5 placés dans une situation d'urgence. Vous voyez les tableaux derrière moi. Émile Vernier, l'ancien professeur et président actuel des retraités de Polynésie, a sorti la calculette et il a fait ses comptes. Et pour lui, c'est clair, le système CPS est obsolète, nullement adapté, notamment le financement du minimum vieillesse qui est à son avis inexistant. Il le dit à Kaline Liénard et Patita Savea ce matin. 10 milliards des 40 milliards de dépenses de la retraite, ce sont des aides qui n'ont pas été cotisées. C'est de l'argent qui fuit. En tahitien, on dit qui traite. Et donc, c'est une des causes de la situation d'aujourd'hui. Il a fallu du temps pour qu'enfin les uns et les autres prennent conscience de ça. Moi, ça fait depuis 2000 que j'alerte là-dessus. L'important, c'est que quand tu donnes une aide, il faut la financer. En 2014, on a augmenté le Moniluo, justement. C'était à 74 000, c'est passé à 80 000. Comme ça. C'est bien. Mais et les retraités? Je viens de demander au ministre, vous allez augmenter le SMIC des salariés. J'espère que vous allez augmenter la pension des retraités. Normal. Moi, je crois que le SDILAF a montré depuis des années que c'est le SDILAF qui travaille sur les retraites. J'ai montré ce que je sais faire un peu au COSER. J'espère que le gouvernement va avoir la jugeote, la bonne idée de nommer le SDILAF au sein de ce conseil, qui est élu pour 5 ans. Parce que si je crains, si on n'y est pas, j'ai peur de la catastrophe qui arrive. A noter que le SDIRAF tiendra une réunion d'information à l'attention de toute la population, et ce, le 20 novembre prochain, ici, du côté d'Aroué.
Chapitre sportif, ce matin, le pays et les élus de Taiyapu Ouest en réunion. Le but, la préparation des Jeux Olympiques 2024, le surf évidemment. Une délégation de Paris est attendue sur le site d'ici peu. Elle viendra discuter des modalités avec les autorités et surtout la population. Un passage au PK0 est bien sûr prévu dans le cadre de ce déplacement prochain. Oui ou non, au-delà de la question du référendum en Calédonie, cette alternative du oui ou du non concerne également la date. On le sait, les partisans de l'indépendance souhaitent le report de ce vote prévu le 12 décembre. La cause, la présence de la Covid-19 sur le territoire. Dans l'autre camp, on veut voter en décembre. L'idée, sortir de l'incertitude au plus vite. À Maïna vit une importante communauté de Calédonie. Au changement de date, elle dit oui. Nicolas Suire et Marcel Bonneau pour cette rencontre du côté de Maïna. L'économie calédonienne souffre du confinement, des difficultés qui rajoutent à l'incertitude institutionnelle liée au référendum d'autodétermination. Le BTP aurait perdu entre 10 et 40% de sa masse salariale et chaque année, 2000 personnes quittent le territoire depuis 2016, selon le NC ECO. Le troisième et dernier référendum d'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie doit avoir lieu le 12 décembre. Le FLNKS a demandé le report de ce vote face à la propagation de la maladie. 267 personnes sont mortes du Covid sur le Caillou. Mais certains acteurs économiques, tels que le MEDEF, tirent la sonnette d'alarme. Pour autant, les Kanaks de Tahiti sont favorables au report pour fin 2022. Il n'y a pas urgence. Je pense que, comme je le répète encore, c'est plutôt les familles qui sont touchées par cette pandémie. Hein. Et puis laisser le temps aux Calédoniens pour cette consultation référendaire. Voilà, c'est ça. Pour faire leur deuil également. Pour faire leur deuil également. En 2018, les Calédoniens avaient rejeté l'indépendance à 56,7% et en 2020 à 53,3%. Est-ce que c'est aussi une façon de gagner du temps pour pouvoir avoir un maximum, toucher un maximum de personnes? Il y a ça aussi. Parce que les deux premiers votes, ça n'a pas été en la faveur du oui. Hein. Oui. Non, le deuxième, on s'est rapproché un peu. Le deuxième. Là, le troisième, je ne sais pas comment ça va passer. Certains redoutent de violents affrontements en cas de rejet de l'indépendance. Moi, je crains s'il y a un débordement chez nous, tout ça. C'est ça, il ne faut pas qu'on arrive à la situation de 84. Pour l'heure, la préoccupation du ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, c'est la situation sanitaire. Si l'épidémie devenait hors de contrôle, le référendum pourrait être reporté. La décision devrait être annoncée d'ici le 10 novembre. Une affaire à suivre donc. Philippe Schill, l'ex-maire d'Arouet, tenait aujourd'hui conférence de presse. Il est revenu sur l'enquête qui concerne 2 subventions versées à une course de bar. Il se dit serein et agit, précise-t-il, avec transparence. Nous l'écoutons ainsi que son avocat au micro de notre collègue Sandro Ly. Les expressions qui ont été utilisées comme étant à charge contre moi, c'est « j'ai tiré un bénéfice politique », « j'ai tiré un intérêt politique », « j'ai tiré un bénéfice moral de ce que j'ai fait », notamment à travers cette course de A. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je me dis, mais à ce moment-là, on ne peut plus rien faire. À partir du moment où on utilise de l'argent public pour organiser un événement, même si cet événement est insignifiant, il y a le risque. Il y a le risque effectivement que la justice nous tombe dessus et qu'on se retrouve en prise illégale d'intérêt moral. Et là, je dirais que c'est grave. Non pas pour moi, puisque je suis empêtré dans cette affaire-là, mais c'est grave pour l'ensemble des élus de la Polynésie, l'ensemble des élus également de la République. Mais oui, il en est fier parce qu'il a réussi cet exploit, c'était très difficile à organiser, et il n'en a pas tiré un sou personnel de bénéfice, bien au contraire, ça lui a coûté en temps et en énergie, mais il en est fier. Et aujourd'hui, on lui reproche cette fierté-là. Donc effectivement, ça va être très difficile pour n'importe quel maire d'une commune de la Polynésie française de subventionner des associations et d'organiser des spectacles ou des événements sportifs ou des événements sociaux si ensuite on les accuse d'en tirer un avantage politique. Vous l'avez peut-être vu, une signature colorée au bord des routes du Fénois. Décision du ministère des Grands Travaux, des fresques sous les tunnels, comme un clin d'œil aux artistes du pays, et cela pour un coût minimum. René Téméaro, le ministre, nous dit tout cela.
Ça donne une autre lecture du passage sous tunnel. Nous avons commencé depuis Punavia avec des thèmes particuliers côté mer, côté montagne. Nous avons établi un cahier des charges avec les artistes locaux. Et nos artistes offrir donc leur vision de la peinture à travers donc nos ouvrages qui appartiennent au pays. Oui, il y avait les murs de la ville, fresques offertes à la griffe des créateurs graffeurs, de vrais artistes. Le béton mort de plaine en est totalement différent désormais. Et les voici maintenant dans la pénombre, celle du tunnel au centre de Papeete. 8 jeunes artistes lui ont offert de la couleur, la part de la lumière qui signe avec la vie. Automobilistes qui passaient par là, regardez, le résultat est tout simplement appréciable. Reportage Eddie & Co avec Patita Savea. Adieu mur gris, bonjour éclatante couleur. Côté montagne, les fleurs vous accueillent comme les couronnes que l'on reçoit en arrivant sur le Fénois. Côté mer, les coquillages, ceux que l'on reçoit aussi en repartant de Tahiti. 8 jeunes ont travaillé de 20h à 4h du matin par tous les temps pour réaliser cette fresque. Parmi eux, TRI. Le travail d'équipe, toute l'organisation, c'était vraiment grandiose et je remercie encore Sarah, Onou et TVT et toute l'équipe. Et travailler de nuit, c'était quand même quelque chose aussi. Il faut ranger tout le matériel aussi dès que c'est fini et tout ça. Toi, est-ce que tu avais déjà travaillé sur des façades aussi grandes? Pas aussi grandes. Quelques murs, mais pas aussi grands. Là, le challenge était tout de même énorme, surtout que les conditions météo n'étaient pas favorables pour nous en fait. C'est Evaïté qui a posé ici sa signature. Elle a travaillé sur le concept de cette fresque avec Milo, un artiste de street art italien. Paréo et géant polynésien se partagent désormais l'espace au milieu de coraux, de coquillages, de poissons, sans oublier les fleurs, frangipanier tiare et même la fleur emblématique de Raiatea. D'une part, le tiare Apetei qui représente Raiatea, l'île où j'ai passé 12 ans de ma vie et en fait où je me suis vraiment révélée en tant qu'artiste. Et ici, en fait, il y a de ce côté donc l'Anhet Oitoi de Huahine, l'île en fait de mon enfance où j'ai grandi et où le rêve de pouvoir être artiste un jour est né. Le Covid et les caprices de la météo ont fortement réduit le temps imparti pour la réalisation de cette fresque. Mais ce défi, les artistes l'ont surmonté. À certains moments, à l'intérieur du tunnel, il y a des infiltrations d'eau hallucinantes. Donc c'est sûr que peinture plus eau, c'est pas idéal. Donc ouais, ça a été très stressant. Mais heureusement, on a su bien gérer. On a une équipe au top avec des artistes vraiment de qualité et qui sont hyper pros et puis solidaires. Enfin vraiment, on a créé on l'appelle la Dream Team. Et donc voilà, ils ont su être présents tous les jours, faire des heures supplémentaires et puis s'adapter aux conditions. Et ouais, je les remercie vraiment du fond du cœur parce que ça n'aurait pas été possible sans eux. Il est temps maintenant de rincer et de ranger les pinceaux. Encore une dernière couche de vernis pour protéger la peinture et laisser enfin le public apprécier le magnifique travail de ces jeunes. Un beau prélude pour le festival Onou à un mois de son ouverture. 100 heures donc de travail pour ce résultat tout simplement extraordinaire à voir. Octobre Rose a eu beaucoup d'audience en Polynésie, des marches et une vitalité qui disent l'espoir dans le dépistage du cancer. Témoignant inlassablement, c'est aussi le parti pris de Taina Kalissi. L'artiste est bien connue ici. Elle a vaincu le cancer. Cette part d'elle-même lui donne de la force dans l'expression de cette lutte. Ses œuvres traduisent cette infatigable soif d'être et ce goût du vivre. Elle termine actuellement une résidence d'artiste à Paris. Reportage là-bas dans la capitale, Emmanuel Defive avec Antoine Morel. Une Tahitienne à la Cité internationale des arts, ce n'est pas tous les jours. On sait que tu viens de loin avec tes 3 complices. C'est même la toute première fois. On sort un petit peu des clichés de création, variné, cocotier, plage. On sort des modes d'expression classiques. C'est très enrichissant de pouvoir en fait s'enrichir finalement de tout ça. Après 4 mois en résidence, Taina s'apprête à remballer les chevalets. En même temps que se termine son séjour parisien, s'achève aussi le mois de sensibilisation au cancer du sein. L'artiste en profite pour présenter Corps et larmes, une création conçue alors qu'elle entamait sa 3e séance de chimiothérapie. C'est des postures qui étaient mes postures d'exercice physique pendant le traitement et qui m'ont permis en fait de remplacer une activité physique intense que je ne pouvais faire.
et que j'ai voulu finalement immortaliser. Donc ce sont des postures finalement de libération face à la douleur, je dirais. Désormais guérie, Taïna puise son inspiration dans ses nouvelles rencontres. Enfin moi, ça me raconte des choses, ouais. Sans oublier d'où elle vient, comme avec ce triptyque représentant 3 arbres nourriciers de son archipel. Il est polysémique ce terme, tout mou, source, racine, donc les origines, mais également cause. J'ai des thématiques qui m'animent et où les Polynésiens peuvent se retrouver peut-être plus que d'autres regardants. À l'aube de retrouver son fénois, Taïna laisse à la Cité des Arts une trace de son passage, à même les murs, marqués de son empreinte tahitienne. Merci Taïna, c'est beau. La vie, 19h, passé de 20 minutes sur la première rappel de l'information principale de la soirée. Évidemment, elle concerne aujourd'hui la COP26. Si rien n'est fait, les eaux monteront jusqu'à 1,50 m à la fin du siècle. Il en va de la survie des archipels. Les populations du Fénois attendent donc beaucoup de cette réunion des chefs d'État en Écosse. L'avenir de nos enfants en dépend. Les chefs d'État ont aujourd'hui présenté des feuilles de route pour limiter la hausse des températures sur l'ensemble de la planète. Regard sur le travail de la presse écrite. Ce soir, la Dépêche nous a écrit pour un travail qui concerne également la dimension culturelle, un bloc monumental pour sculpter Pouvana, culture et histoire donc à la une du quotidien de Tahiti. Regard sur les écrans de la première, tout de suite après ce journal, eh bien, on va s'intéresser à de la fiction, série américaine SWAT, saison numéro 2, et également Unité 42, saison numéro 2, cette-ci vient de l'Europe. Réveil radio demain matin, dès 5h, l'info aux aurores avec Suliane et Abby. Belle soirée sur la première. Demain soir, vous aurez le plaisir de vivre l'information avec notre consoeur Cybèle Plichard. Pour se dire au revoir, de belles images déveillées dans les cimetières de Tahiti, hier soir, le 1er novembre. Que l'espérance ne vous quitte point. Bonne nuit et à bientôt sur la première. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.